Bonjour. Donc, on va continuer avec le reste du cours et on va parler maintenant des valeurs professionnelles. Attendez jusqu'à ce que je règle l'affichage. Ok. Donc, on a les valeurs professionnelles. Il y aura bien sûr de nouvelles notions, de nouveaux concepts, d'accord, de nouvelles définitions, mais il y aura certaines choses qui peuvent paraître comme des répétitions. Et ce n'est pas un problème. On va essayer d'aller rapidement, mais avec toujours euh, des exemples. D'accord. Donc, le professionnalisme ou bien la profession. Donc, on a une définition de Paquet et de Wagner de 1996 qui disent que le professionnel est autonome. D'accord. Il est autonome, donc il fait ce qu'il doit faire tout seul. D'accord. Non seulement en tant qu'il est capable d'autoréguler son action, mais également en tant qu'il peut guider son propre apprentissage par une analyse critique de ses pratiques et des résultats de celles-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un professionnel, comme un enseignant-chercheur, comme un chercheur permanent, comme je l'espère bien de nos étudiants, sont des autonomes. Donc, ils peuvent recevoir les savoirs antérieurs, les savoirs de l'enseignant-chercheur, les savoirs de leur professeur, d'accord, il n'y a aucun problème, mais ils doivent essayer euh, d'autoréguler leur action. Ça veut dire que je vais apprendre à calculer un plus un égale à 2, d'accord, mais l'enseignant, il peut me demander qu'est-ce que 2 plus 3. D'accord. Pourquoi? Parce que l'enseignant m'a déjà donné les bases de calcul. Donc, un enseignant n'est pas obligé de tout donner à l'étudiant. Ça, c'est un exemple. D'accord. Et c'est vérifiable aussi pour les enseignants. Je suis enseignant-chercheur. Je peux enseigner le module d'éthique et de déontologie universitaire, ou bien en milieu universitaire, mais je peux être appelé, par exemple, à assurer le cours de toxicologie, tant que ce cours il est dans mon domaine. D'accord. Je suis un professeur en sciences alimentaires, mais à travers les années, à travers mes 12 ans d'enseignement, j'ai assuré pratiquement une quinzaine de cours. D'accord. Quinzaine de cours différents. Comment? Mais parce que j'ai déjà acquis la base de la biologie, des sciences alimentaires, des sciences agronomiques, et je peux de façon autonome apprendre bien sûr les autres connaissances nécessaires pour assurer ou bien pour dispenser d'autres cours. D'accord. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de cours de toxicologie. Ok. Mais je peux avoir, ou bien je peux avoir rapidement les connaissances nécessaires pour transmettre ces informations aux étudiants. D'accord. Donc c'est vérifiable pour les enseignants et pour les étudiants. Donc, on continue. Il ne suffit pas seulement à des connaissances de base, pourtant éprouvées, comme j'ai déjà dit. Donc, il les met régulièrement à jour. Donc, en tant qu'étudiant ou bien en tant qu'enseignant, on doit toujours mettre à jour nos connaissances. D'accord. Pourquoi? Parce que la science, elle change, elle avance, elle évolue chaque jour. Essaye de nouvelles approches afin d'améliorer l'efficacité de sa pratique. Par exemple, personnellement, j'essaie toujours d'apprendre les nouvelles technologies, surtout en informatique, d'accord. Par exemple, ici, je ne suis pas sur un ordinateur qui tourne sous Windows ou bien sous Macintosh. Donc, j'ai essayé d'installer Linux, d'accord. J'ai installé Linux sur mon ordinateur et je vais essayer les différents logiciels, les différentes nouveautés par rapport à ce système, d'accord. Donc, un professionnel et un analyste de situation dans leur singularité et un décideur réflexif. Pardon. Et donc, un professionnel, en tant qu'enseignant-chercheur ou bien en tant qu'étudiant,
Donc, il doit analyser les différentes situations. Par exemple, en laboratoire, si on ne va pas mener un TP classique, si on est par exemple dans un travail dans le cadre d'un mémoire de fin d'études, on doit essayer de nouvelles choses. On a toujours les mêmes bases de réaction, par exemple biochimique, d'accord? Mais si on ajoute autre chose, on doit toujours avoir un esprit de réflexion, d'accord? Un état d'esprit critique. D'accord. Les attitudes et les comportements professionnels. Donc, certains éléments ici sont une répétition du cours précédent, cours 3, d'accord, mais c'est pas grave. Donc, on a les attitudes et les comportements professionnels font partie d'un système de représentation de qualité d'agir, qui devrait caractériser une personne ayant une appartenance à une profession reconnue. Par exemple, un enseignant-chercheur ou bien un étudiant, on appartient au secteur d'enseignement supérieur de recherche scientifique. D'accord. Ces représentations sont sous-tendues par des valeurs qui sont propres à cette profession. Je vous donne un exemple. Donc, les valeurs, ou bien les attitudes, ou bien les comportements des acteurs du milieu universitaire ne sont pas les mêmes que ceux du secteur, par exemple, de la culture. D'accord. Par exemple, en culture, on peut faire de la musique, on peut danser, on peut faire autres activités. En sport, on peut faire du sport, on peut, par exemple, s'entraîner, etc. D'accord. En milieu industriel, c'est très différent. Et en milieu universitaire, c'est encore plus différent. Les valeurs professionnelles sont pratiquement les mêmes, hein. Mais dans notre cas, on va se concentrer sur l'université. Donc, elles s'imposent comme des évidences. Qu'est-ce que ça veut dire des évidences? Ça veut dire qu'on ne doit pas les expliquer, normalement. D'accord. Mais elles sont là. L'université se doit donc de promouvoir les principales valeurs professionnelles. La compétence, c'est pas le mot avaba, mais c'est le kafa'a, d'accord? Donc on doit toujours être compétent. L'intégrité scientifique, on l'a déjà vu, l'MNR al-Almiya. La propriété intellectuelle, ça c'est nouveau. La propriété intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un étudiant, dans le cadre de son mémoire de fin d'études, ou bien dans le cadre d'un travail spécifique, ou bien les enseignants-chercheurs, ou bien les chercheurs permanents, ont fait quelque chose, ou bien ont fait un travail, et ont obtenu une certaine propriété intellectuelle de ce dernier. Par exemple, un brevet d'invention. Par exemple. D'accord. Donc ça, c'est protégé par la loi. OK. Mais en même temps, si des étudiants, un étudiant par exemple X va donner les résultats de son travail à son camarade. D'accord. Ça, c'est un grand problème. Parce que son camarade peut l'utiliser ou bien peut faire copier-coller facilement. D'accord. Parce que le travail n'a pas été protégé légalement. Et ça pose un grand problème. OK. Donc, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, c'est tous les brevets d'invention, d'accord? C'est tous les dessins industriels, d'accord? رسومات الصناعية. C'est par exemple toutes les marques. Je vous donne un exemple. Si par exemple demain, deux étudiants, bien deux étudiantes, donc vont monter une petite entreprise, une start-up, d'accord? Dans la conservation des dates, par exemple. OK? Et donc, ils ou bien elles doivent penser à protéger leur propriété intellectuelle. D'accord. Parce que la marque de cette start-up, elle doit être protégée. Donc, on a deux responsabilités. La responsabilité du propriétaire intellectuel, que ce soit un étudiant ou un enseignant, et la responsabilité de l'intégrité scientifique des autres acteurs, de ne pas faire copier-coller, de ne pas faire de la fraude scientifique, etc. On a la probité, les nazaha, la transparence, chefafia, surtout en ce qui concerne, je vous donne un exemple, si on a une offre de bourse d'études pour les étudiants, on doit toujours assurer la transparence. Comment? C'est de faire l'affichage devant tout le monde, d'accord? Assurer la réception de tous les dossiers recevables, ok? Sans aucune discrimination ni favoritisme, et assurer une évaluation transparente. Donc, par exemple,
si on a des interviews, ou bien des entretiens, si on a par exemple des examens, ou bien si on a des tests comme ça, des tests de langue, donc les résultats doivent être affichés de manière transparente. La continuité, ça c'est surtout pour les enseignants-chercheurs, ils doivent toujours continuer à, à opérer pour le bien de l'université. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un il atteint le plus euh, haut grade, par exemple professeur, qu'il doit arrêter de travailler ou bien qu'il va travailler moins bien ou bien qu'il va arrêter de publier. Ça, c'est pas l'esprit de l'université. L'efficience. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficience? L'efficience, c'est euh, une partie de l'efficacité. L'efficience, c'est le fait d'assurer les meilleures actions et d'arriver aux meilleurs résultats en utilisant le minimum de ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple je vais monter une expérimentation au laboratoire, j'ai des ressources, par exemple, j'ai 5 litres d'éthanol, par exemple, 5 litres de solvant, je suis, je suis appelé à utiliser le minimum de cet éthanol, d'accord, pour arriver à mes buts. Je ne vais pas gaspiller l'éthanol parce que je peux je l'ai à ma disposition. D'accord? Ici, on va pas voir la diligence, conformité, l'équilibre des intéressements. Donc, on va voir la confidentialité, on l'a déjà vu. Confidentialité, ça c'est une notion très importante parce que ça implique de protéger autrui. D'accord? Si on a par exemple quelqu'un qui va par exemple divulguer les informations personnelles des étudiants, ça peut porter atteinte à leur, euh, bien sûr, sécurité, bien sûreté. Comment? Par exemple, si je vais divulguer les adresses email ou bien les adresses personnelles des étudiants, si on a, par exemple, un étudiant qui a un problème avec un autre étudiant, s'il connaît son adresse, ou bien si on va divulguer les adresses personnelles des enseignants, ça peut poser problème. D'accord? L'imputabilité, ça veut dire que euh, ça, ça fait partie de la responsabilité. D'accord? Savoir, c'est l'ensemble de connaissances plus ou moins systématisées. D'accord? Ils peuvent être appris, enseignés et utilisés. Ils ne peuvent être connus sans avoir été appris. Donc le savoir, c'est quelque chose qui peut être transmis entre, par exemple, enseignants et apprenants. Pour exister, ils doivent être produits. Donc ces savoirs, par exemple, les théories, les textes, etc., ça doit être produit par des personnes. Et c'est segmenté en plusieurs catégories. On a les savoirs institutionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir institutionnel, ça veut dire que c'est quelqu'un, ou bien c'est l'ensemble des savoirs régis par l'institution. Par exemple, les textes législatifs qui vont assurer le bon fonctionnement de l'université. On a même des services spécifiques à ces savoirs. D'accord? Le savoir scientifique, c'est clair. D'accord? Le savoir scientifique, c'est les enseignants-chercheurs ou bien les chercheurs permanents qui l'ont, qui vont le transmettre à des étudiants et qui, à leur tour, vont pouvoir transmettre ces savoirs scientifiques à leurs proches ou bien à d'autres apprenants. D'accord? Le savoir professionnel, si par exemple on a quelqu'un qui est mécanicien ou bien qui est plombier, qui a une profession donnée, d'accord, ces savoirs peuvent être aussi transmis. On a des savoirs à enseigner, ça c'est surtout les savoirs académiques. Les savoirs enseignés, c'est les savoirs réceptionnés ou bien reçus. On a des savoirs communs, c'est les savoirs par exemple culturels ou bien historiques, etc. Les savoirs sociaux, c'est les habitudes et coutumes, d'accord? Et le savoir-faire, c'est pratiquement comme ouais, le savoir-faire, que c'est comme le savoir professionnel. Par exemple, si on prend le cas des boulangers ou bien des bouchers, ça implique des savoir-faire. On a deux notions très importantes, didactique et pédagogie.
Didactique. Ça vient du mot grec ancien didaktikos, pardon, doué pour l'enseignement, dérivé du verbe didactien ou bien enseigner, ou bien instruire. La didactique d'une discipline, donc on a des didactiques pour chaque discipline. D'accord? Ça, c'est très important. C'est une science. Ok, donc c'est une science à part qui étudie pour un domaine particulier les phénomènes d'enseignement, les conditions de la transmission de la culture propre à une institution et les conditions de l'acquisition des connaissances par un apprenant. D'accord? On va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est une activité scientifique, par exemple la bibliographie, la communauté, les données, le langage, dont l'objet est l'étude de la construction des savoirs identifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des savoirs, par exemple en physique, ou bien en sciences alimentaires, on va prendre la science alimentaire, ou bien biotechnologie, d'accord? On a plusieurs savoirs. On a des savoirs, par exemple, biotechnologie, je ne sais pas, microbienne, biotechnologie végétale, animale, etc. D'accord? On a des savoirs concernant les enzymes, des savoirs concernant l'ADN ou bien les acides nucléiques. On a des savoirs concernant la cellule, on a des savoirs concernant les organismes cellulaires, etc. Mais pour la didactique, qu'est-ce qu'elle fait la didactique? Elle essaye d'englober ou bien de construire ces savoirs de manière à être transmise de façon catégorique et bien organisée vers les apprenants. D'accord? On a un triangle didactique où on a les enseignants, le savoir à enseigner et l'élève. D'accord? On a trois éléments, d'accord? Élève, enseignant et savoir à enseigner. Et on a trois processus, un contrat didactique entre l'enseignant et l'élève, une transposition didactique entre le savoir à enseigner et l'enseignant, parce que ce même savoir à enseigner, il doit être appris par l'enseignant à un moment donné. D'accord? Je rappelle que les savoirs, ils ne peuvent être connus sans avoir été appris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet enseignant doit, à un moment donné, apprendre ce savoir à enseigner avant de le transmettre à l'élève. La pédagogie c'est différent. Ça veut dire conduire, mener, accompagner ou bien élever. La pédagogie, c'est l'ensemble des principes, des démarches, des méthodes, des techniques et des procédés visant à faciliter l'acquisition et l'intégration d'une connaissance. D'accord? On a aussi un triangle pédagogique où on a un élève, professeur et savoir. On a trois processus. Le processus enseigné, former, le professeur va former l'élève et l'élève va apprendre le savoir. Charte d'éthique et de déontologie. Donc on arrive ici au vif du sujet. On a l'enseignant-chercheur, étudiant et personnel administratif qui forment le comité universitaire ou bien la communauté universitaire. On a ici quelques répétitions, mais c'est pas grave. On va sauter directement. Donc, on a la charte d'éthique et de déontologie, les principes fondamentaux de la charte d'éthique et de déontologie universitaire, ainsi de l'intégrité et l'honnêteté. On a vu ça. La quête de la probité et de l'honnêteté signifie le refus de la corruption sous toutes ses formes. Par exemple, donner une bonne note à un étudiant X, d'accord, sans l'humilité. Cette quête doit commencer par soi-même, d'accord, par soi, avant d'être étendue aux autres. Le développement de l'éthique et de la déontologie doit ainsi refléter des pratiques exemplaires. D'accord, je le dis, je le redis, on commence toujours par les enseignants-chercheurs. D'accord. La liberté académique. Les activités universitaires d'enseignement et de recherche ne peuvent se concevoir sans la liberté académique qui en est le fondement. Cette dernière garantit dans le respect d'autrui
ayant toute conscience professionnelle, l'expression d'opinions critiques sans risque de censure ni contrainte. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. L'année passée, j'ai assuré un cours pour les Master 2, d'accord? Et dans ce cours, on a parlé d'hormones, d'accord? D'utilisation d'hormones pour pour les sportifs, voilà. Et on a parlé de cette utilisation pour les sportives, surtout femelles, d'accord? Et ça pose un grand problème. Pourquoi? Parce que l'utilisation de certains hormones comme testostérone va impliquer des changements qui vont aboutir à pratiquement des changements de sexe. Donc la femme, elle devient un homme. Ok? Et le changement du taux de testostérone chez la femme, bien sûr sans raison médicale, hein. Je ne parle pas des personnes malades. On parle des personnes qui veulent améliorer leur performance en sport. D'accord? Et donc, on a discuté de ce problème. On a discuté ce problème, ce phénomène. Si j'avais pas la liberté académique, je ne pourrais pas discuter ce problème avec mes étudiants. Mais j'ai la liberté académique, j'ai bien sûr j'ai mon opinion là-dessus. Et les étudiants, certains en étaient pour, certains étaient contre, mais c'est pas grave, on peut discuter, d'accord? On peut mettre en avant nos arguments, mais ça reste une discussion académique pure, d'accord? Sans aucun problème, et bien sûr dans le respect de toutes les personnes impliquées. Responsabilité et compétences. Donc elles sont complémentaires, elles se développent grâce à une gestion démocratique et éthique de l'institution universitaire. Cette dernière garantit un bon équilibre entre le besoin d'une administration efficace et celui d'encourager la participation des membres de la communauté universitaire en associant l'ensemble des acteurs de l'université au processus de prise de décision. Cependant, les questions scientifiques restent du ressort exclusif des enseignants-chercheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, et c'est le cas, hein, on a une administration qui assure la gestion de notre institution, mais on a toujours des communautés ou bien des comités, des conseils. Par exemple, on a le comité paritaire, d'accord, qui est là pour assurer une parité, on va dire, une justice dans l'application des lois. On a le conseil de discipline pour les étudiants ou bien pour les enseignants, d'accord. Bien avec l'implication, on va prendre un autre exemple, c'est le conseil d'administration. Pour le conseil d'administration de la faculté ou bien de l'université, ça va comporter plusieurs acteurs. On a le personnel d'administration centrale, d'accord? On a des administrations, des administrateurs des facultés, on a des représentants d'enseignants, des représentants des étudiants, des représentants des travailleurs, d'accord? Donc on a ce conseil va prendre des décisions majeures pour la gestion de notre institution pour les 6 mois qui suivent. Le respect mutuel, on a vu ça. L'exigence de vérité scientifique, d'objectivité et d'esprit critique. D'accord. Bien sûr, l'étudiant bien enseignant ne doivent en aucun cas produire de faux résultats. Ça, c'est clair. D'accord. Objectivité, ça veut dire qu'on ne doit pas prendre des décisions basées sur des principes subjectifs. D'accord. On doit être objectif. D'accord. On doit être logique. Et on doit avoir l'esprit critique. L'esprit critique, c'est surtout, je vais dire, dans les disciplines critiques comme la philosophie, comme le journalisme, l'histoire, etc. D'accord. Et on a l'équité. Donc, c'est l'objectivité et l'impartialité sont des exigences essentielles lors des évaluations, des promotions, des recrutements et des nominations. Donc, si je vais recruter un enseignant, un nouvel enseignant, donc ce recrutement doit être basé uniquement sur les compétences
Idem pour les évaluations des étudiants ou bien de leur promotion. D'accord? En ce qui concerne l'enseignant-chercheur, il a des droits et des obligations. D'accord? L'enseignant-chercheur a un rôle moteur à jouer dans la formation des cadres de la nation et dans la participation au développement socio-économique du pays par la recherche. D'accord? Ça c'est clair. L'État, en lui permettant d'assumer ses missions, doit le mettre à l'abri du besoin. Donc, l'enseignant, normalement, ne doit pas avoir besoin d'acheter des produits chimiques de sa propre poche. D'accord? Il doit avoir, doit être mis dans les meilleures conditions pour assurer les meilleurs cours, les meilleurs TP, les meilleures sorties, etc. La sécurité de l'emploi pour l'enseignant-chercheur est garantie par l'État à travers des établissements publics d'enseignement supérieur. Donc l'enseignant-chercheur, il est employé par l'État dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Et dans les autres pays, la plupart des établissements d'enseignement supérieur sont privés. L'exemple phare, c'est les États-Unis, où la plupart des meilleures universités sont privées, à l'égard de Harvard, de Columbia, MIT, etc. D'accord, ce sont des universités privées. Pour l'enseignant-chercheur, et pour assurer une bonne gouvernance de son institution, à travers l'évaluation et l'assurance qualité, a dû bien sûr s'adapter au nouveau système LMD. Il faut savoir que votre système d'enseignement, licence, master, doctorat, n'a été implémenté que à partir de 2004. D'accord? Et ça a été dû à bien sûr, des manquements du régime précédent. D'accord? Et pour assurer une certaine liberté, d'accord? Une certaine autonomie des étudiants. Donc il faut savoir que le but principal du système LMD était de former des étudiants autonomes. Si on va regarder par exemple les canevas de formation du système LMD, on voit toujours qu'il y a une partie qui compte 30% du volume horaire hebdomadaire et qui s'appelle travail personnel. Donc normalement, l'enseignant ne doit transmettre que 70% des savoirs. Le reste, c'est les étudiants et leur travail individuel. D'accord? Normalement, l'LMD doit assurer une ouverture sur l'environnement économique à travers bien sûr la création de start-up, la création de petites entreprises, euh, le fait de tourner vers des sujets pratiques, d'accord, qui peuvent emmener à la création de petites entreprises. Pourquoi? Parce que pour le développement économique de l'Algérie, on doit toujours se baser sur les petites et moyennes entreprises. Je vous donne un exemple. En France, il y a 1,3 million de petites et moyennes entreprises. Donc le moteur de toutes les économies du monde, les économies bien sûr développées, ce n'est pas les grandes entreprises. D'accord? C'est les petites et moyennes entreprises qui soutiennent ces grandes entreprises. Je vous donne un exemple. Dans le cadre de Boeing, par exemple, l'entreprise qui produit des avions, d'accord, aux États-Unis. Donc, on a une entreprise phare. La plus grande entreprise, c'est Boeing. Mais pour chaque avion, il y a entre 1,5 et 2 millions de pièces. D'accord? Toutes ces pièces sont préparées, fabriquées par d'autres entreprises. Donc Boeing ne fait que l'assemblage. D'accord? On va assembler toutes ces pièces. Ils ont le savoir-faire, bien sûr, et tout ça. Si on va prendre un téléphone, ou bien un ordinateur, ou bien tout ça, donc il s'agit de grandes entreprises qui dépendent de petites et moyennes entreprises. OK? L'économie, elle ne se règle pas avec les grandes entreprises ou bien les entreprises nationales, etc. Non, ça se règle avec les petites entreprises. Et l'université algérienne a une chance, d'accord,
d'avoir 1 million d'étudiants qui peuvent produire par exemple 1000, 2000, 3000 micro-entreprises ou bien petites et moyennes entreprises par année. Donc ça va booster l'économie et assurer une certaine indépendance financière. Pour les droits des enseignants-chercheurs, c'est l'accès à la profession, bien sûr. Il doit être, euh, bien sûr, qualifié selon ses compétences. Il doit enseigner à l'abri de toute ingérence, par exemple, euh, durant toutes mes années d'enseignement, personne euh, ne m'a influencé. D'accord? N'a influencé le contenu ou bien la manière avec laquelle j'enseigne ou bien je dispense mes cours. Évaluation et appréciation. Donc, on a des critères académiques. On a des critères académiques pour évaluer et apprécier les compétences de nos enseignants. Et ce, à travers les différentes sessions de promotion vers les grades les plus hauts. D'accord? Un cadre de travail idéal. Et pourquoi? C'est pour se consacrer pleinement à ses tâches. D'accord? Il faut bénéficier de formations et de stages périodiques. C'est pourquoi? C'est pour assurer la mise à jour de ses savoirs. D'accord? Et se préparer vers le futur. D'autre part, il n'a pas que des droits, mais il a des devoirs aussi. Donc, il faut faire preuve de conscience professionnelle, ça c'est logique. Se conformer aux normes de l'activité professionnelle. S'abstenir d'engager la responsabilité de l'établissement à des fins personnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est d'éviter d'utiliser son statut d'enseignant-chercheur à des fins personnelles. D'accord? Faire preuve de disponibilité et d'omniprésence, malgré que les enseignants-chercheurs ne travaillent pas chaque jour, mais ils doivent être disponibles à tout temps pour leur institution et leurs étudiants. Il faut être à jour à travers les innovations et l'actualisation des connaissances et des méthodes d'enseignement. Le problème majeur, pour un enseignant-chercheur, c'est ces deux mots, enseignant et chercheur. Donc, il doit assurer des tâches d'enseignement. Les tâches d'enseignement, c'est quoi? C'est la préparation des cours, d'accord? Ou bien des fiches TD, ou bien des TP, d'accord? C'est le fait de dispenser ces cours, ok? C'est la préparation des tests, ou bien des interrogations, ou bien des examens, ok? C'est la correction des copies d'examen, ok? C'est la transmission des notes, c'est assurer l'encadrement des étudiants de fin d'études, par exemple des Master 2, c'est assurer les stages, ok? C'est assurer des sorties pédagogiques. Tout ça, ça rentre dans les tâches de l'enseignant universitaire. De notre part, c'est un chercheur. Donc, il peut appartenir à un laboratoire de recherche où il doit mener des travaux de recherche dans le cadre de projets de recherche, d'accord, nationaux ou bien internationaux. Il doit publier périodiquement, il doit participer à des conférences nationales ou bien internationales, il doit organiser ou bien participer à l'organisation de ces conférences, etc. Donc, être enseignant-chercheur, ça ne veut pas dire être enseignant. Donc, on peut être enseignant-chercheur et on travaille 12 heures par jour. D'accord? 12 heures, 18 heures par jour. Donc, personnellement, euh, l'email, mon email professionnel, mais bien mon email personnel. Donc, c'est toujours des actualités, des travaux à faire, etc., des tâches à faire, etc. Donc, combiné entre enseignement et recherche selon les normes universelles, loin de toute forme de propagande et d'endoctrinement. D'accord? Donc, il faut éviter la propagande politique, par exemple, ou bien l'endoctrinement, et se concentrer sur les tâches d'enseignement. Il faut respecter les règles pédagogiques. Par exemple, il faut assurer un achèvement des programmes, il faut assurer la transparence dans l'évaluation et un encadrement adéquat. Il faut fonder ses travaux sur une quête sincère du savoir. D'accord? Ici, on va souligner le mot plagiat. Donc, il faut essayer d'éviter au maximum
de faire copier-coller sans mentionner les noms des auteurs. Il faut accepter la confrontation loyale des points de vue différents. Donc on peut avoir des opinions différentes sur une multitude de sujets. La confidentialité du contenu des délibérations et débat tenu au niveau des différentes instances. Par exemple, je suis membre de conseil scientifique et on a des débats très tendus, hein, très tendus, entre les enseignants, entre les étudiants, bien sûr, au sujet des étudiants, pardon, entre les responsables administratifs, et ça doit rester toujours dans le cadre des travaux de ces instances scientifiques ou bien pédagogiques ou bien administratifs. Ça ne doit pas sortir, ok? On s'arrête ici.